Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Parfois, même quand tout semble aller correctement, un poids silencieux nous accompagne. Une pression sourde, presque invisible, comme un écho intérieur qu'on ne parvient pas à faire taire. Ce n'est pas toujours la fatigue du corps, ni même celle de l'esprit. C'est plus subtil, une lassitude qui vient de ne pas savoir où commence notre pouvoir et où il s'arrête. Nous avançons dans le tumulte de nos journées en tentant de tout contrôler. Mais à force de s'accrocher à chaque détail, à chaque réaction, à chaque résultat, on finit par se perdre soi-même. Et si cette force qu'on cherche si désespérément ne résidait pas dans le fait de tout tenir à bout de bras, mais dans notre capacité à choisir nos batailles? C'est là que commence le vrai voyage, vers la stabilité intérieure. Ce premier pas vers la force émotionnelle consiste à reconnaître ce sur quoi nous avons véritablement prise. Le monde extérieur est vaste, instable, parfois brutal. Et vouloir tout orienter selon notre volonté revient à se battre contre le vent. Pourtant, il existe un territoire où notre pouvoir est entier. Notre manière de penser, de réagir, de parler, d'agir. C'est dans cette sphère intime que se cachent les leviers de notre paix. Chaque matin, plutôt que de foncer tête baissée dans une liste interminable de tâches, prends une pause. Pas pour fuir, mais pour observer. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dépend réellement de toi? Ton attitude face à une contrariété, ton niveau de concentration, ton engagement dans une discussion? Liste ces choses, mentalement ou par écrit. Tu remarqueras qu'elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont puissantes. Le bouddhisme insiste depuis des siècles sur cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que l'on contrôle et ce que l'on subit. Il ne s'agit pas de résignation, mais de lucidité. Savoir lâcher prise sur l'inchangeable, c'est éviter de dilapider son énergie dans des luttes stériles. C'est protéger son calme, son équilibre. Plus on s'exerce à cette sélection consciente, plus on développe une forme d'autorité intérieure, celle de choisir où investir notre attention. Prenons un exemple simple, une réunion professionnelle où l'on craint d'être mal perçu. La tentation est grande de vouloir anticiper toutes les réactions, de s'épuiser à plaire. Mais en vérité, seule ta préparation, ton ton, ta clarté compte. Le reste, tu dois l'abandonner. Et c'est dans ce renoncement volontaire que tu trouveras une forme de légèreté nouvelle. À l'inverse, lorsqu'on tente de modifier l'opinion des autres, de forcer les résultats, on entre dans un cercle de tension constante. Rien ne suffit, rien n'est stable. On devient prisonnier de l'extérieur. Mais plus tu renforces ton ancrage dans ce que tu maîtrises, plus tu deviens libre. Cette pratique quotidienne te rend plus attentif à ce que tu ressens, plus aligné avec tes intentions. Tu n'agis plus dans l'agitation, mais dans la clarté. Tu gagnes en efficacité, mais surtout en sérénité. C'est une discipline intérieure. Elle demande de la régularité, mais aussi de l'humilité. Car il faut accepter que certaines choses ne nous appartiennent pas, même si elles nous touchent. C'est aussi une posture qui transforme ta manière de gérer les conflits. Au lieu de chercher à convaincre l'autre, tu te recentres sur ce que tu peux exprimer avec justesse. Tu apprends à poser des limites sans colère, à dire non sans culpabilité. Cette forme de pouvoir tranquille est le socle de la résilience émotionnelle. Quand tu identifies ce que tu peux contrôler, tu ne fuis pas la réalité,
Tu la regardes avec plus de recul, plus de calme, et tu choisis comment y répondre, à ton rythme, selon tes valeurs. C'est là que naît la vraie force, dans la conscience de ses moyens, dans la capacité à diriger son énergie, là où elle peut réellement agir. Une sagesse ancienne, mais d'une actualité brûlante. Il y a des instants où tout déborde. Un mot mal placé, une contrariété soudaine, une blessure qu'on croyait refermée. Et sans même s'en rendre compte, la réaction fuse. Les gestes s'accélèrent, les voix montent, les pensées se brouillent. On se voit parler, agir, presque de l'extérieur. Et souvent, après coup, un silence gêné, un regret. Pourquoi n'ai-je pas attendu? Pourquoi ai-je laissé cette émotion dicter ma conduite? Ce moment, entre le déclencheur et la réaction, est minuscule, mais il est sacré. C'est un interstice, un battement. Et c'est là que tout peut changer. Le bouddhisme l'enseigne depuis des siècles. Ce n'est pas l'émotion qui nous nuit, mais l'identification que nous faisons à elle. Nous ne sommes pas la colère, la peur, la jalousie. Nous les traversons. Elles nous traversent. Et dans cet espace de conscience, nous pouvons créer une pause. Pas une fuite, une pause, un silence volontaire. Cette habitude de marquer un temps d'arrêt avant de répondre est une forme de courage. Ce n'est pas fuir l'émotion, ni la nier. C'est l'accueillir sans lui donner les rênes. C'est dire à l'émotion « Je t'ai vu, mais je décide moi-même de la suite ». Dans la vie courante, cela peut être un souffle discret au milieu d'une conversation tendue. Un silence avant de taper une réponse hâtive. Un regard intérieur quand la pression monte. C'est une gymnastique mentale, mais aussi un art du rythme. Car ce que l'on cherche ici, ce n'est pas l'apathie, mais la lucidité. Ce temps de pause modifie profondément la relation aux autres. Quand on ne réagit plus mécaniquement, l'autre en face est souvent désarçonné. Le schéma habituel se brise. Il y a de la place pour l'apaisement, pour une réponse plus consciente. Cela peut désamorcer un conflit, ouvrir un dialogue, éviter un malentendu. Et surtout, cela restaure une forme de dignité intérieure. On ne se trahit plus dans l'instant. Mais cette pause ne vient pas naturellement. Elle se travaille, elle se prépare, par la méditation, qui t'habitue à observer sans juger, par des exercices de respiration qui te ramènent dans ton corps, par des rappels mentaux. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Parfois on échoue, mais chaque fois qu'on y parvient, quelque chose en nous devient plus stable. Cette pratique ne concerne pas seulement les moments critiques. Elle peut transformer tout ton quotidien. Elle ralentit le rythme intérieur. Elle ouvre une porte à des choix plus alignés. Tu n'es plus esclave de l'émotion du moment. Tu redeviens auteur de ta parole, de ton action. Et peu à peu, tu remarques que ta présence change. Tu entres dans les échanges avec une énergie différente, plus ancrée, moins réactive. C'est une présence qui ne cherche pas à avoir raison, mais à rester fidèle à l'essentiel. Une parole qui construit, même dans le désaccord. La force émotionnelle ne se voit pas dans les moments de calme. Elle se révèle dans les tempêtes. Et savoir marquer une pause avant de répondre, c'est tenir debout au cœur de cette tempête, sans se laisser emporter. Il y a des vérités qu'on contourne, non pas parce qu'on les ignore, mais parce qu'on préfère les éviter. On se dit que ce n'est pas le moment, qu'on verra plus tard, qu'on a déjà assez de poids à porter. Pourtant, ces vérités reviennent, toujours, en silence, parfois,
par un malaise diffus, une fatigue persistante, une tension qu'on n'explique pas. Elle s'infiltre dans nos gestes, nos choix, nos relations. Être honnête avec soi-même n'est pas une tâche facile. Cela demande une force peu spectaculaire, mais rare. La lucidité sans violence. Il ne s'agit pas de se juger, ni de se punir, mais d'oser regarder ce qu'on cache, même à soi. Le bouddhisme ne cherche pas à embellir la réalité. Il invite à la voir telle qu'elle est. Et cela commence par soi. Reconnaître ses contradictions, ses fuites, ses conditionnements. Accepter qu'on peut être à la fois généreux et égoïste, courageux et effrayé, stable et instable. La complexité humaine n'est pas un défaut. C'est un fait. Quand tu t'accordes ce regard honnête, tu ne t'affaiblis pas. Tu te libères. Tu sors du mythe de la perfection, du masque social. Tu redeviens vrai. Et c'est dans cette vérité nue que se tissent la confiance, la paix, la force durable. Être honnête avec soi, c'est aussi reconnaître ses émotions sans honte. Dire « je suis blessé, je suis jaloux, je suis perdu ». Pas pour s'y complaire, mais pour ne plus les laisser gouverner en silence. Ce que l'on nomme perd son pouvoir. Ce regard sincère permet aussi de mieux comprendre ses erreurs. Au lieu de s'en défendre, on les éclaire. Et on en tire un savoir précieux. Car l'échec devient une école et non une condamnation. Ce travail d'honnêteté n'est pas un événement ponctuel. C'est un chemin. Il se vit au fil des jours, dans les choix minuscules, dans les silences, dans les instants où l'on sent qu'on triche un peu. C'est un dialogue intérieur, parfois rude, souvent éclairant. Et plus tu pratiques cette honnêteté, plus tu gagnes en liberté intérieure. Tu n'as plus besoin de justifier, de faire semblant, de plaire à tout prix. Tu deviens cohérent. Et cette cohérence, même imparfaite, est un ancrage. Elle te protège du regard des autres, des injonctions extérieures. Elle fait de toi quelqu'un de plus solide, de plus simple, de plus digne. Le silence peut être lourd, pas le silence extérieur, mais celui que l'on garde à l'intérieur, celui où l'on retient ce qu'on ressent, ce qu'on pense, par peur de déranger, de blesser ou de se confronter. Parfois, on finit par ne plus savoir ce qui est vrai pour nous. On agit par automatisme, on sourit par politesse, on acquiesce par fatigue. Et peu à peu, on s'éloigne de soi. La 4e habitude pour bâtir une force émotionnelle durable, c'est apprendre à s'exprimer clairement, avec douceur, mais fermeté. Dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent, dire ce dont on a besoin, pas pour imposer, pour exister. C'est un art délicat. Trouver le bon mot, au bon moment, dans la bonne énergie. Mais ce n'est pas un luxe, c'est un devoir envers soi-même. Car se taire en permanence, c'est s'effacer. Et on ne peut pas être fort quand on disparaît à ses propres yeux. Exprimer sa vérité ne veut pas dire écraser l'autre. Cela veut dire cesser de se rétractaire. Cela commence par des phrases simples. Je préfère ça. Je ne suis pas à l'aise avec cette situation. J'ai besoin d'un temps pour réfléchir. Ces mots sont des gestes. Ils reconstruisent ton espace intérieur. Ce qui rend cette habitude si puissante, c'est qu'elle repose sur l'alignement. Tu ne joues plus un rôle. Tu ne gardes plus pour toi ce qui brûle. Tu partages avec conscience. Et chaque mot devient un pont vers toi-même et vers l'autre. Cette sincérité exprimée transforme aussi les relations. Même si elle dérange parfois, elle attire le respect.
Elle clarifie les dynamiques et elle crée une base solide, car elle repose sur le vrai, pas sur le non-dit. Bien sûr, cela demande du courage. Parler, c'est se rendre vulnérable, mais c'est aussi prendre sa place. Et plus tu prends cette habitude, plus tu sens ta force grandir. Une force tranquille, qui ne crie pas, mais qui sait se dire. Alors ne te cache plus derrière le confort du silence. Donne une voix à ce qui compte pour toi. Et tu verras que ta présence, elle aussi, commencera à parler plus fort, même dans les silences. À la fin de cette 4e étape, tu as déjà planté les graines d'un changement profond. Tu apprends à reconnaître ce qui dépend de toi, à répondre plutôt que réagir, à te regarder sans filtre et à t'exprimer avec justesse. Continue ce chemin. Les prochaines étapes approfondiront encore cette transformation intérieure. Si tu veux vraiment vivre avec plus de clarté, de calme et de force intérieure, reste avec moi pour découvrir les 6 prochaines habitudes. Et si ce que tu viens de lire t'a parlé, partage-le. Tu ne sais jamais à qui tu pourrais offrir une lumière. Il arrive que le monde semble tourner plus vite que nous. Les notifications s'accumulent, les attentes se superposent, et les journées filent à une allure qui ne laisse aucun espace au souffle. On court, souvent sans savoir pourquoi. On remplit, sans jamais vraiment ressentir. Et dans ce rythme effréné, quelque chose en nous se rétracte, comme un feu qu'on n'alimente plus. Il ne s'agit pas ici de ralentir pour ralentir, mais de reprendre contact avec ce qu'on est. Car, dans la lenteur choisie, il y a une forme d'intelligence émotionnelle que notre époque a oubliée. Prendre le temps. 3 mots presque révolutionnaires aujourd'hui. Et pourtant, ils sont la clé de cette 8e habitude. Prendre le temps de faire une seule chose à la fois. De la faire pleinement. De la sentir dans ses détails. Manger sans écran. Marcher sans distraction. Écouter sans préparer sa réponse. C'est une discipline douce, mais exigeante. Elle t'apprend à revenir au réel, à retrouver le goût des choses simples. Cette lenteur volontaire est profondément ancrée dans les pratiques contemplatives bouddhistes. Elle n'est pas paresse, ni fuite du monde. Elle est une autre manière de s'y inscrire, de le traverser sans s'y dissoudre. Plus tu ralentis, plus tu entends les battements de ton cœur, les signaux faibles de ton corps, les émotions subtiles que la vitesse a étouffées. Cette décélération intérieure permet aussi d'observer tes pensées avec plus de clarté. Tu remarques les automatismes, les scénarios mentaux que tu rejoues sans cesse. Et dans cette prise de conscience, tu gagnes en liberté. Ce que tu vois clairement, tu peux le transformer. Mais ralentir demande un acte de volonté, car tout autour de toi crie l'urgence. On t'apprend à faire plus vite, à optimiser chaque seconde. Aller contre ce courant, c'est presque un geste de résistance. Mais c'est aussi une réappropriation de ta vie. Ce n'est pas le temps qui manque. C'est souvent l'attention qu'on y met. Ralentir, c'est aussi offrir plus de qualité à tes relations. Être là, vraiment là, pour une conversation. Sentir les nuances dans la voix de l'autre. Voir ce qui n'est pas dit. Cette présence pleine est rare. Elle guérit, elle apaise. Et elle commence par un choix. Celui de ne pas fuir le moment présent. Même ton travail devient plus fluide quand tu ralentis. Tu cesses de jongler entre 1000 tâches. Tu avances plus concentré, plus aligné. Moins d'erreurs, plus de satisfaction. Ce n'est pas une question de rendement. C'est une question de présence. Et dans cette posture, ton monde intérieur devient plus stable.
tu développes une patience active. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans le discernement. Tu vois venir les émotions. Tu les accueilles. Tu choisis ta réponse. La lenteur permet aussi de réapprendre à s'ennuyer. Non pas comme une perte, mais comme une ouverture. L'ennui laisse de l'espace à la créativité, à l'intuition. Dans ces moments vides, surgissent parfois des idées claires, des élans profonds. Si tu veux nourrir ta force émotionnelle, cultive la lenteur. Pas tout le temps, pas dans tous les domaines, mais chaque jour, offre-toi au moins un espace sans vitesse. Un moment où rien ne presse, où tout est là. Un café bu lentement, une marche sans destination, une respiration profonde. C'est là que tu te reconnectes. Il y a des jours où tout semble se refermer, où l'on a l'impression de répéter sans fin les mêmes erreurs, d'avancer sans progrès. Ces moments de découragement sont humains, mais ils prennent souvent racine dans un regard biaisé, celui qui ne voit que ce qui manque, ce qui cloche, ce qui fait défaut. Et si l'une des plus grandes forces intérieures consistait à orienter ce regard autrement, non pas vers une positivité artificielle, mais vers une reconnaissance sincère de ce qui est déjà là. Cette 9e habitude, c'est celle de la gratitude consciente. Pas une formule qu'on récite mécaniquement, une pratique vivante, enracinée dans le réel. Elle commence par un regard, celui qui sait s'arrêter sur ce qui fonctionne, sur ce qui est doux, sur ce qui est stable. Même dans le chaos, il y a toujours un détail qui mérite d'être vu. La gratitude n'est pas naïveté. Elle ne nie pas la douleur, mais elle l'accompagne d'une lumière. Elle dit « Oui, c'est difficile. Et pourtant, il y a ceci. » Ce geste intérieur change tout. Il redonne de la couleur aux journées grises. Il rééquilibre. Dans les enseignements bouddhistes, cette reconnaissance de l'instant est essentielle. On apprend à ne rien tenir pour acquis, à voir la rareté d'un simple souffle, d'un sourire échangé, d'un moment de calme. Rien n'est dû. Tout est don. Tenir un journal de gratitude peut être une manière concrète de cultiver cette habitude. Chaque soir, noter 3 choses pour lesquelles tu ressens de la reconnaissance. Pas forcément grande. Un repas partagé, une bonne nouvelle, 1 heure sans stress. Cette pratique transforme ton rapport au monde. Elle te rend plus attentif, plus ouvert, plus réceptif. Et dans cette ouverture, tu renforces ton système émotionnel. Tu sors du mode manque pour entrer dans le mode abondance. Tu ne regardes plus ce qui te fuit, mais ce qui te soutient. Et ce soutien, tu peux le trouver partout, une fois que tu as appris à le voir. La gratitude renforce aussi tes liens. Dire merci, vraiment. Reconnaître un geste, un regard, un effort. Cela nourrit la relation. Cela construit un tissu invisible, mais solide. Plus tu remercies, plus tu es remercié. C'est un cercle vertueux. Et cette pratique te rend plus résilient. Parce qu'en chaque situation, tu cherches le noyau de lumière. Même dans l'échec, tu peux voir ce que tu as appris. Même dans la perte, tu peux ressentir ce que tu as aimé. Cette vision n'efface pas la douleur, mais elle l'encadre autrement. Être dans la gratitude, c'est changer de posture. Ce n'est pas attendre que tout aille bien pour remercier. C'est remercier pour tout ce qui va bien, même au milieu du reste. C'est un art du regard. Et c'est ce regard qui nourrit la force. Si tu veux traverser les tempêtes sans te noyer, apprends à voir ce qui flotte encore, ce qui reste, ce qui te tient. Car c'est souvent dans les choses les plus discrètes que se cache le vrai pilier de notre stabilité. La vie intérieure est comme un feu.
Il peut brûler fort ou s'éteindre lentement, selon ce qu'on lui donne à consommer. Parfois, à force d'ignorer nos besoins, de taire nos émotions ou de vivre pour les autres, ce feu devient une braise. On continue d'avancer, mais à vide. On fonctionne, mais on ne vibre plus. C'est là que la 10e habitude devient essentielle. Celle de nourrir intentionnellement ton énergie émotionnelle. Cette habitude ne repose pas sur des efforts héroïques. Elle tient dans des gestes simples, mais réguliers. Offrir du temps à ce qui t'inspire. Te reconnecter à la nature. Créer, même maladroitement. Lire ce qui élève. Écouter ce qui t'apaise. C'est un soin de l'âme. Car l'émotionnel, comme le corps, a besoin d'entretien. Il ne suffit pas de gérer les crises. Il faut aussi cultiver l'élan. Remplir le réservoir avant qu'il ne soit vide. Beaucoup de burn-out émotionnels ne viennent pas de grandes épreuves, mais d'un épuisement silencieux, accumulé, ignoré. Les bouddhistes le savent. La joie est une énergie sacrée. Pas une joie euphorique, mais une joie tranquille, enracinée. Elle se cultive, elle s'arrose comme une plante, et elle devient un socle sur lequel s'appuyer dans les moments d'instabilité. Nourrir ton monde intérieur, c'est aussi apprendre à poser des limites, à dire non à ce qui épuise, à t'éloigner de ce qui vide. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect. Tu ne peux pas donner si tu es vidé. Cela suppose aussi de connaître tes cycles, d'observer les moments où tu es plus vulnérable, d'anticiper les besoins, de prévoir des espaces de régénération. Un jour sans engagement, une soirée sans écran, une matinée pour toi. Tu peux également puiser cette énergie dans la connexion. Parler avec quelqu'un qui t'élève, partager sans filtre, recevoir une écoute réelle. Ces liens profonds sont des sources. Ils ne te prennent pas, ils te donnent. Et il y a l'humour, le jeu, la légèreté. Ces dimensions trop souvent négligées dans la quête de soi. Elles sont pourtant vitales. Rire, danser, chanter. Pas pour être vu, pour respirer, pour vivre. Le sérieux est une posture. La joie est un état. En développant cette habitude de nourrir ton énergie, tu deviens moins vulnérable aux coups durs. Tu crées une base solide, une réserve. Et surtout, tu redonnes du goût à ton quotidien. Tu ne survis plus. Tu vibres. Alors prends soin de ton feu. Écoute ce qui l'anime. Protège-le et alimente-le chaque jour, même un peu. C'est de là que viendra ta force durable. Tu viens de traverser 10 portes, 10 habitudes, simples en apparence, mais puissantes dans leur impact. Elles ne te promettent pas une vie sans chaos, sans douleur, sans épreuve. Elles t'invitent à développer une manière nouvelle de traverser tout cela, avec plus de calme, plus de discernement, plus de stabilité. La force émotionnelle n'est pas une armure, c'est un ancrage, un socle vivant que tu construis jour après jour, à travers des gestes, des mots, des silences. Tu ne seras jamais parfait, mais tu peux devenir plus conscient. Et c'est cela qui change tout. Si ces mots t'ont touché, ne les garde pas pour toi. Partage-les. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si tu veux approfondir ce voyage, reviens. D'autres explorations t'attendent. Mais pour l'instant, commence. Une habitude à la fois. Un pas après l'autre. C'est ainsi que naît la vraie transformation.